Le vrai problème qu'on a aujourd'hui au collège, c'est que les collégiens s'ennuient et qu'il faut à nouveau éveiller leur appétence si on veut qu'ils s'approprient les fondamentaux. La ministre de l'Éducation a-t-elle résisté à sa réforme? Certes, la réforme des collèges est passée, mais après des semaines de polémiques, le passage en force a-t-il fait des dégâts et s'en est-elle mieux tirée que ses prédécesseurs à ce poste compliqué? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur des ministres, un président qui ont tapé du poing pour mettre fin aux critiques avec nos 4 invités, Denis Pingot, conseiller en communication et auteur il y a quelques mois d'un livre remarqué sur la communication de François Hollande. Vous vous êtes intéressé à la réforme de Najat Vallaud-Belkacem et auparavant à celle de Vincent Peillon. Jean-Baptiste de Froment, spécialiste de l'éducation et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous siégez aujourd'hui au Conseil de Paris. Jérôme Sainte-Marie, politologue et spécialiste de l'opinion pour analyser la réception de ces discours. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission pour passer à la moulinette sémantique un exécutif en pleine démonstration de fermeté. Cas d'école au mois de mai, le jour même de la grève et de la manifestation des enseignants. Un seul message, calibré, tout l'exécutif à l'unisson, nous ne reculerons pas. Premier acte, 11h ce matin, le Premier ministre devant la presse et les députés PS. Cette réforme représente une véritable révolution. Cette réforme, elle va être mise en œuvre comme c'était prévu et le décret sera publié le plus rapidement possible. Deuxième acte, 14h, depuis Berlin, le président de la République réaffirme l'objectif de la réforme. Il y a une réforme. Et une réforme qui doit permettre d'assurer à la fois la réussite pour tous, ce qui est quand même le principe même de l'école de la République, et l'excellence. L'excellence, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Elle doit être partagée, l'excellence, pas abaissée. Alors cette fermeté a-t-elle été dopée par une mobilisation relativement faible? En tout cas, dès le lendemain, le décret d'application de la réforme est publié, un empressement justifié par Najat Vallaud-Belkacem. C'est symbolique quand même, ça veut dire, écoutez, c'est bien, on finit la récréation, on avance. C'est une façon de dire, au cas où, circuler, quoi. Au cas où tout le monde ne l'aurait pas encore compris, que cette réforme se fera, que nous y sommes attachés et que nous donnons les moyens qu'elle entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016 dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec une préparation en amont de tous les établissements qui seront amenés à l'appliquer. Au cas où tout le monde ne l'aurait pas encore compris, outre la fermeté dans les actes, mais on a la fermeté dans les discours. Alors que pensez-vous du ton de ces prises de parole, Denis Bertrand, et surtout comment les qualifier bien sûr. Et ce qui est intéressant, à mon avis, là-dedans, c'est la force d'assomption du discours. Et ça se fera. Ça se fera. Et ça s'explique, à mon avis, par le fait qu'une réforme de l'éducation est un type de réforme sur lesquelles chacun peut avoir un avis. Chaque citoyen est impliqué. Et il y a une sorte d'extension de l'argumentation qui peut aller dans toutes les directions. Et en arrière-plan, énormément de raisons, de justifications. Enfin, il y a un déploiement de discours pour toute réforme de l'éducation qui est propre à ce domaine-là, à mon avis, et qui fait que lorsqu'il faut trancher, comme dans un débat compliqué, il faut, à ce moment-là, la force d'assomption intervient comme une sorte de moment de décision. D'accord, il faut être d'autant plus ferme que chacun a un avis sur la question. D'accord, et alors, au cas où tout le monde ne l'aurait pas encore compris, cette phrase, enfin c'est vrai qu'on l'a relevée parce qu'elle rappelle un peu celle de, je sais pas, de l'institutrice face à des élèves un peu bornés. Denis Pingot, que pensez de cette posture de la ministre, justement, de son discours et de la manière dont elle décline cette fermeté? Ce qui me frappe dans la posture de Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'elle manie, on l'a vu dans le propos introductif, en évoquant l'ennui des élèves au collège, et puis ensuite dans le propos qui consiste à dire on passe et c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a manié durant toute cette période en termes de communication à la fois le fait de dire je fais une réforme en partant des réalités du terrain, et les réalités du terrain, on le sait, c'est d'une part une situation catastrophique en termes d'échec scolaire à la sortie du collège, et d'autre part un consensus général pour dire que les modalités aujourd'hui d'enseignement dans les collèges aboutissent souvent, du point de vue des usagers, à une certaine forme d'ennui. Oui. Et donc à l'échec. Donc on part des réalités, un peu comme ferait une entreprise en termes de marketing, pardon de la comparaison, mais on regarde les réalités du terrain, et puis ensuite on tente de s'y adapter. Alors on peut être pour ou contre les éléments qui sont apportés. Oui, une fois sur la méthode dont vous parlez, à la manière. Une fois qu'on le fait,
on décide de le faire. Et quand elle dit, de manière un peu abrupte, au cas où vous n'auriez pas compris, la réforme va se faire, elle dit quand même quelque chose que l'opinion ne maîtrise pas forcément complètement, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat législatif sur cette réforme, c'est une réforme par décret, et qu'il y a eu un très long débat qui a précédé le fait de publier ce décret, qui est un débat qui a impliqué l'ensemble des organisations syndicales, et qu'il y aura encore des débats après le décret des parties d'application. prenantes, etc. Donc, on est au terme, quand le décret est publié, on est quand même au terme d'un processus qui a été long, qui est un processus de discussion. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même effectivement la fermeté dans le ton, et puis la fermeté, effectivement, le décret le lendemain de la grève, aussi au lendemain de la grève de juin, décision de mettre en discussion la circulaire d'application de la réforme, là aussi au même moment. Du coup, c'est un peu double dose de fermeté, on va dire. Alors vous dites, il y a beaucoup d'opposition, c'est pour y mettre fin, c'est parce que c'est parce que ça concerne l'éducation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui avez beaucoup travaillé sur les questions d'éducation? Oui, alors moi je crois qu'il y a... Et sur la communication. Ce qui m'a intéressé effectivement, c'est les extraits où on voit François Hollande et puis Manuel Valls auparavant. Je crois que le gouvernement a voulu faire de cette réforme qui commençait à partir un peu dans tous les sens, un symbole. Il y a eu, à mon avis, le diagnostic qui a été fait que pendant la refondation de l'école qui avait été annoncée, promise au début du quinquennat, n'a pas eu lieu. Oui, et donc, au fond, on est à mi-quinquennat. Il faut essayer de faire de cette réforme le symbole d'une refondation à l'œuvre et de montrer que voilà, tout ce qui avait été annoncé sur la jeunesse, etc., n'est pas un vain mot. Et là, dans ce cas-là, il faut que la tête de l'exécutif intervienne. D'accord, donc c'est pas que Najat Vallaud-Belkacem, c'est aussi François Hollande et Manuel Valls, quoi. C'est pour ça qu'on les voit tous, c'est ça? Absolument. Et effectivement, tant que, dans une réforme en matière d'éducation, tant que le Premier ministre et maintenant surtout le Président de la République n'ont pas sonné la fin de la récréation, les différents acteurs, et notamment les syndicats, ont l'impression que tout est possible. Parce qu'il y a toujours une instance d'appel au-dessus du ministre. Et sur la ministre elle-même, la stratégie de discours dont parlait Denis Pingot, voilà, elle part du concret, elle parle d'éléments très très concrets. À qui s'adresse-t-elle quand elle s'exprime aussi durement, voire même un peu violemment au fond? Elle s'adresse essentiellement aux enseignants, aux centaines de milliers d'enseignants, et elle les prend à revers en disant déjà, en prenant le point de vue de l'élève, en disant les élèves s'ennuient. À supposer que ce soit grave, d'ailleurs, ça je ne sais pas, mais en tout cas, quelque part, elle met un petit peu, elle reproche aux enseignants finalement une forme d'échec. Ils n'arrivent pas à intéresser leurs élèves et elle leur dit de toute façon... pour vous, c'est une mise en cause des enseignants quand même, clairement. Bien qu'ils ont entendu comme ça. Les élèves s'ennuient, c'est vous, les enseignants, vous êtes nuls. En prenant le point de vue de l'élève et donc du parent d'élève et donc du public et en mettant en situation d'échec professionnel d'une certaine manière les enseignants et en leur disant de toute façon ça se fera. Sachant par ailleurs, et c'est toute la limite de cette stratégie, c'est que les enseignants sont une catégorie sociale qui à la fois est accusé d'immobilisme, mais qui subit quand même beaucoup de réformes. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, parce que cette réforme n'a pas suscité des oppositions que chez les enseignants, donc on pourrait penser qu'elle parle à tout le monde. Pour vous, elle s'adresse vraiment essentiellement, là, à ce moment-là, aux enseignants. C'est vrai qu'on est au lendemain de la manifestation, d'accord? Un petit mot sur l'interlocuteur, non? Non, je pense que c'est moins aux enseignants au moment où elle parle que au spectre politique qui s'est à ce moment-là beaucoup investi dans le débat et qui a mis en cause la réforme. Je crois que c'est plutôt vis-à-vis des leaders d'opinion et des politiques qu'elle s'adresse que vis-à-vis des enseignants. D'accord, bon, désaccord, un petit, voilà, pour départager. Je pense qu'elle change de casquette à ce moment-là et elle redevient la porte-parole du gouvernement, la bonne élève, la contrôleuse de la rectitude voilà, des décisions. Et je pense qu'elle perd un petit peu justement sa casquette ministre de l'Éducation nationale qui parle à la fois aux enseignants et aux élèves leur propre langage. Là, la réforme se fera, circuler, il y a rien à elle est dans la même déclinaison de discours que Manuel Valls et François Hollande. Alors on reviendra sur Najat Vallaud-Belkacem, ses propos vis-à-vis des syndicats, des intellectuels, etc. Mais d'abord, petite parenthèse, vous avez évoqué, voilà, les deux têtes de l'exécutif se sont beaucoup impliquées, on l'a vu dans les extraits, et c'est vrai que dès le début du mois de mai, le président et le Premier ministre, effectivement, sont intervenus d'abord dans l'hémicycle où Manuel Valls a répondu à la place de Najat Vallaud-Belkacem. Je vous réponds, et pourquoi? Parce que précisément, la jeunesse est notre priorité. Parce que l'école est la priorité de ce quinquennat.
et parce que je ne supporte plus, monsieur le député, les contre-vérités qui sont celles de l'opposition sur la réforme des collèges et sur la réforme des programmes. Voilà, et dès le lendemain, le président y allait lui aussi de sa défense de la réforme lors d'un colloque sur la jeunesse. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un certain nombre de situations qui étaient meilleures dans un certain nombre d'établissements, souvent les mêmes, et pas dans les quartiers difficiles. Alors j'entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants, ceux qui, au nom de l'intérêt général, supposé, défendent leur intérêt particulier. Ça peut arriver. Ceux qui voudraient que rien ne change, que rien ne puisse être modifié dans ce qui est finalement souvent le chemin de la reproduction. Eh bien non, c'est terminé. Voilà, le concert des immobiles, lui non plus, n'y va pas de main morte et cette fermeté tranche avec le discours qu'il avait pu tenir quelques 2 ans plus tôt à l'occasion d'une autre réforme, celle de Vincent Peillon, sur les rythmes scolaires, réforme qui avait suscité une opposition notamment de la part des maires, des élus chargés de financer les nouvelles activités périscolaires. Et à l'époque, un retour dans les archives montre que François Hollande avait fait preuve de beaucoup plus de sens du dialogue, on va dire, et du compromis. Regardez cette intervention du président lors du congrès des maires MAI-RES de France. Il y a des réformes qui sont engagées, et notamment celles sur les rythmes scolaires. Ici, là encore, je crois qu'il y a consensus. La semaine de 4 jours et demi qui existait précédemment apparaît comme la solution pour les enfants, pour leur intérêt. Mais j'ai entendu aussi vos remarques, Monsieur le Président, au nom de tous les élus. Pour certaines communes, c'est une charge supplémentaire. Il va falloir trouver les locaux, trouver les personnels, savoir ce qu'il va être proposé pour les enfants qui resteront. Donc, vous me demandez que la réforme prenne du temps. Si je vous accordais trop de temps, il n'y aurait plus de réforme. En revanche, je suis d'accord avec ce que vous me proposez. Cette réforme s'étalera sur 2 ans. Voilà, alors bon, il décide, c'est quand même lui qui décide, mais il écoute, il dialogue. Pas question d'évoquer là le concert des immobiles. Alors on va comparer les 2 attitudes face à des publics peut-être différents aussi. Mais d'abord, Denis Bertrand, un petit mot, cette formule, le concert des immobiles. Ah oui, alors là, c'est du François Hollande. Ah bon, c'est quoi, à mon avis, c'est du François Hollande qui revient, c'est-à-dire l'ironiste et l'humoriste. Ah bon qui se cachent, oui. Pardon, Denis Bertrand, c'est de l'humour, enfin quand même de l'humour sur un ton très ferme, quoi. Oui, c'est l'humour, mais enfin, il s'agit de tourner en dérision l'adversaire, tout simplement. Oui, ah oui, tourner en dérision l'adversaire, ça c'est sûr. Immobile. D'accord. C'est de la dérision. Et il y a 2 ans, alors dans l'autre partie, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme de la concession, de concéder. Oui, c'est vrai, d'ailleurs que l'extrait fait rire pour le coup. C'est-à-dire que là, ça nous fait rire. Pourquoi? Parce qu'on a la même conviction appliquée à la fois à la défense de la chose et au retrait de la chose. Et on a le même registre de conviction dans les 2 cas. Le refus des maires, etc. Oui, d'accord. Et donc, au final, on a quand même l'impression qu'il y a un cas où il est très ferme et un cas beaucoup moins ferme, en plus en ironisant effectivement sur l'adversaire, Denis Pingot. Alors pourquoi ces 2 registres sur 2 réformes différentes, certes, face à des publics différents, mais pourquoi? D'abord, il y a une situation de contexte. Il ne faut pas oublier que quand il parle devant les maires de France, c'est après l'annonce de la réforme des rythmes scolaires et on peut dire une levée de bouclier de beaucoup de maires refusant d'appliquer la réforme pour des raisons budgétaires compliquées, etc. Plus une levée de bouclier politique. Enfin, et donc on est dans une situation, quand il parle de l'Association des maires de France, qui est une situation assez compliquée, d'un mouvement qui n'est pas un mouvement de grosses manifestations, mais qui est un mouvement des élus de la République, de beaucoup d'élus de la République, qui disent nous n'appliquerons pas la réforme, ce qui évidemment pose un problème. Donc il est en situation défensive, et donc il fait une concession, et il dit la réforme se fera en 2 et pas 1. Dans l'extrait sur la réforme du collège, on n'est pas du tout dans cette situation, parce que quelle qu'était la vigueur politicienne du débat, des arguments envoyés, il n'y a pas d'opposition sur cette réforme du collège qui se concrétise de façon manifeste. Les manifestations, en tout cas, qui ont lieu syndicales, ont été des manifestations maigrelettes, de plus en plus maigrelettes, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une levée de bouclier contre cette réforme du collège. Alors moi, ce qui m'intéresse, en revanche, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste Offremont, c'est que
le gouvernement et l'exécutif surjouent un peu aujourd'hui l'autorité sur cette réforme parce qu'il leur manque effectivement dans l'histoire, dans le storytelling du quinquennat, quelque chose qui signe en quelque sorte la priorité à l'école. Oui, on le voit d'ailleurs dans la réforme des collèges et dans la réforme de Vincent Peillon. Oui. C'est un peu planté, disons-le clairement, en mettant la barre très très haut sur la refondation de l'école et en quelque sorte en ayant beaucoup de mal à gérer la première d'entre elles qui était la réforme des rythmes scolaires, ce qui avait eu son poste ministériel. Là, il s'agit d'être plus modeste dans l'ambition, c'est-à-dire on prend la situation du collège qui n'est pas bonne et on essaye de corriger les choses et en même temps d'affirmer de façon très claire que cette réforme se fera pour qu'il y ait un marqueur en quelque sorte dans le quinquennat qui soit, en termes d'éducation, quelque chose d'important qui soit passé. Puis effectivement, d'autant plus ferme maintenant qu'il n'avait pas été à l'époque des réformes de Vincent Peillon. Et il y a peut-être aussi le fait qu'effectivement, face à des élus, il est plus souple, il est plus respectueux des élus. Ou je ne sais pas, il n'y a pas aussi une question d'interlocuteur peut-être? Je crois, c'est qu'on est fort par rapport, quand on est en situation de l'être. Là, face aux maires, c'est une époque, c'est en 2012, c'est une époque où le Sénat, par exemple, est encore à gauche. Et donc, c'est une population qu'il faut ménager. Alors, inversement, alors, je ne sais pas très bien si c'est les professeurs ou l'opposition, mais ça vient d'être dit, l'opposition n'est pas très forte. On a dit les deux, il y avait débat pour savoir on voit bien que ça ne va pas être les grandes mobilisations, le grand blocage comme certaines réformes ont pu en susciter. Et là, François Hollande peut se permettre d'avoir un discours, je ne dirais pas churchillien, mais en tout cas de montrer ses muscles et de pratiquer une ironie qui est quand même très proche de la caricature. Parce que, le concert des immobiles, lui, pour taxer les défenseurs du latin, du grec, etc. On est dans une rhétorique du changisme, en quelque sorte, où toute réforme serait en soi une valeur positive et toute résistance à cette réforme serait de l'immobilisme, de l'obscurantisme. C'est une caricature, une pochade. Et alors justement, c'est vrai que c'est surprenant aussi en plongeant dans les archives, c'est qu'on s'est rendu compte que cette posture de fermeté sur les questions d'éducation, elle n'était pas si fréquente que ça de la part des présidents de la République. Alors on a trouvé un exemple, parce que c'est une réforme qui n'a rien à voir. C'est Alain Savary, après l'élection de François Mitterrand en 80, qui veut supprimer la différence entre l'école publique et l'école privée. Alors là, il y a des grosses mobilisations. Et pour le coup, ce qui est peut-être moins le cas effectivement aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant et ce qui nous a intéressé, c'est le discours du président de la République à ce moment-là. Un discours très consensuel. Écoutez, c'était donc François Mitterrand en 1984. Moi, je pense que c'est une bonne loi. Je pense qu'elle est jugée de façon très injuste. Je pense que M. Savary a fait un travail honnête, considérable, pendant une très longue négociation qui a duré peut-être 2 ans. Bon, mais cette opinion que j'ai, il est visible qu'elle n'est pas partagée par un très grand nombre de Français. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Morosi, je m'inquiète aussi de ce que pensent ceux qui ne pensent pas comme moi, et j'en tiens compte. Voilà, je pense aussi à ceux qui ne pensent pas comme moi et j'en tiens compte. Alors on se demande, est-ce que François Hollande, cette fois, n'auront pas une tradition justement de posture présidentielle, notamment sur ces questions d'éducation, en s'avançant autant sur cette réforme, même si vous l'avez dit, il y a plein de raisons à ça, Jean-Baptiste de Froment? Oui, mais je crois qu'il y a vraiment un changement d'époque. Traditionnellement, sous la Ve République, les présidents de la République s'impliquaient très très peu en matière éducative. Moi, j'avais eu l'occasion de faire une recherche. François Mitterrand n'a prononcé aucun discours sur l'éducation pendant 14 ans. Jacques Chirac a prononcé un seul discours, mais c'était à propos de l'histoire du voile. Nicolas Sarkozy, en revanche, a prononcé peut-être 2 discours par an. Voilà. Et finalement, bon, il y avait peut-être une spécificité liée à Nicolas Sarkozy, mais on voit bien que François Hollande, bon, il y a l'accélération du temps médiatique, il y a le passage au quinquennat, il est obligé d'endosser également les réformes du ministre de l'Éducation, qui n'est pas du tout un sujet présidentiel. Et effectivement, Mitterrand, lui, il se pose dans la position, voilà, l'arbitre, le père de la nation, qui est celui, non pas c'est pas le chef du gouvernement, c'est celui qui entend ceux qui ne pensent pas comme lui. Voilà. D'accord, le président venait en arbitre retirer les réformes quand ça allait trop mal. Le président n'intervenait que pour dire j'ai entendu la population et je vire le ministre de l'Éducation. D'accord, ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Ouais, voilà. Et alors du coup, est-ce qu'il ne prend pas un risque, le président, en faisant ça, quand même, en s'avançant autant sur cette question-là? Peut-être Denis Pingot, et puis vous réagirez après, Jérôme Sainte-Marie?
Est-ce que c'est un risque d'ailleurs? Parce que vous dites il y a un intérêt, c'est de montrer effectivement que le quinquennat s'intéresse à la jeunesse et lui-même aussi. Enfin, il y a toujours des risques quand on s'expose politiquement, hein, mais surtout dans les nouvelles conditions du quinquennat. Mais je pense que c'est un risque aujourd'hui très maîtrisé que prend François Hollande. En réalité, parce que d'une part, cette réforme ne suscite pas une opposition. Quand on compare avec François Mitterrand, il parle le 14 juillet de 1984, il va changer de Premier ministre dans 2 jours, et il a eu plusieurs manifestations de plusieurs millions de personnes. Denis Pingot, excusez-moi, vous dites que ça ne suscite pas une opposition. Effectivement, il n'y a pas eu des manifestations. Bon, vous avez parlé de manifestations maigrelettes, etc. Mais il y a quand même des sondages là, qui montrent à la mi-juin que 61% des Français sont contre. Alors, je vais rappeler quand même quelque chose sur ces sondages. 74% des enseignants aussi. Oui. À la fois parce que je connais un petit peu le sujet, et pour énerver Jérôme Sainte-Marie. Alors allez-y. C'est que quand on interroge aujourd'hui les Français dans des conditions techniquement irréprochables, on constitue un échantillon représentatif français, etc. Donc il n'y a rien à discuter sur le plan technique. Mais qui a envie de répondre à une question qu'on pose sur la forme d'éducation, qui est par définition extrêmement complexe, et tout autour de la table, on serait bien en peine d'en définir sur la forme du collège les 3 principaux éléments. Ah bon, donc, pourtant on en a beaucoup parlé quand même. Bon, soyons sérieux, quand on nous demande est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme du collège, l'interdisciplinarité, ne répondent tout à fait sincèrement que ceux qui sont contre. Ceux qui sont intéressés par le débat, et donc dans la pression du débat actuel, répondent évidemment plutôt ceux qui vont avoir une opinion. D'accord, donc vous dites qu'en fait, les gens ne sont pas si contre que ça. C'est pas techniquement le sondage qui est en cause, c'est la manière et le moment du sondage. Alors on va essayer, Jérôme Sainte-Marie, oui, donc les gens ne sont pas si contre que ça, c'est pour ça qu'il ne prend pas tant de risques que ça. Enfin, oui, c'est un peu la minute Pierre Bourdieu de l'émission, puisqu'on a eu d'ailleurs le président de la République... On ne débat pas sur les sondages, hein, je précise. Non, on a eu le président de la République, ça m'a beaucoup intéressé, qui utilise le terme reproduction, et on voit que ceux qui défendent la réforme, on utilise souvent d'ailleurs les catégories bourdieusiennes pour dire justement qu'il faut mettre fin au système des héritiers, etc. Et c'est vrai que Pierre Bourdieu, dans son papier « L'opinion publique n'existe pas », prend précisément l'exemple d'une réforme de l'enseignement pour dire on ne peut raisonnablement n'interroger sur ces problèmes-là que ceux qui sont concernés. Alors, risque ou pas, mécontentement ou pas? C'est-à-dire les enseignants. Et là, je crois que même s'il n'y a personne dans la rue, enfin peu de monde dans la rue, je crois que la gauche prend en fait un risque électoral certain en s'attaquant à une des dernières citadelles électorales qu'elle maîtrise. Vous vouliez réagir, un petit mot? Oui, moi je pense quand même que l'un des problèmes de cette réforme, c'est que personne ne peut la résumer. En fait, c'est un fatras de tout un tas de mesures, et je trouve que la limite de l'exercice de François Hollande et de Manuel Valls, c'est qu'ils sont incapables de dire en un mot ce qui va changer pour les enfants avec cette réforme du collège. Et donc, quand... Ils sont immobilistes, du coup, il faut être immobile. Oui, mais c'est un discours purement formel, c'est ce que disait Jérôme Sainte-Marie, c'est-à-dire, voilà, l'excellence pour tous. Alors, contre l'immobilisme, il faut bouger, il faut réformer, mais on ne sait pas exactement pourquoi faire. Et là, je crois qu'il y a quand même... Quand une réforme n'a pas un contenu clair et lisible, généralement, elle est rejetée. Alors, vous disiez que... Oui. Oui, je réagis sur le fait que la réforme, on ne puisse pas la résumer en quelque sorte en une mesure. Oui, probablement, parce que c'est une réforme complexe, pas toujours très claire, etc. Mais au fond, est-ce que c'est une qualité en soi d'une réforme politique qu'elle peut être résumée en un mot? Est-ce qu'on n'est pas là dans un dérapage communicationnel qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas résumable en une phrase est forcément mauvais, alors que quand on regarde, quand on se plonge un peu dans l'austérité de cette réforme, bon, il y a des tas de choses, on peut être d'accord ou pas être d'accord à un certain nombre de choses, mais manifestement, il y a toute une série de mesures qui visent à améliorer les choses. Denis Bertrand, un mot? Un mot. Il y a eu quand même une confusion entre 2 points, 2 mots, qui est d'un côté réforme du collège et de l'autre refonte des programmes. Et ce sont quand même 2 notions différentes et qui font dont le télescopage crée la confusion. Alors, on va voir comment tout cela est évoqué avec un peu de recul dans le bureau du président François Hollande. Là, c'est à l'occasion d'un reportage sur l'équipe de communication du président de la République, un reportage coulisses, comme on en voit assez peu. Et le sujet, justement, sur lequel débat François Hollande et ses communicants, c'est quoi ce sujet, justement? La réforme, je crois qu'ils disent des collèges. On va écouter. Bon. Alors... regardons ce qui a été le plus commenté. Cette semaine, l'équipe a analysé les conséquences de la publication du décret sur la réforme du collège. Dans la presse traditionnelle, les blogs et les réseaux sociaux. En rouge, les opinions défavorables assez élevées. Pourtant, selon ses communicants, le geste d'autorité a payé car il aurait tué la polémique.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le décret a été signé, le volume de tweets a chuté extrêmement rapidement. Sur le nombre de tweets de cette semaine, à partir de là, c'est-à-dire que le sujet, maintenant, voilà, les gens ont entériné le fait que la réforme du collège se ferait. Moi, j'ai besoin de cette information. J'ai besoin de savoir ce que un certain nombre de Français, à travers les réseaux sociaux, expriment. Alors, quelquefois, on sait que c'est très politique et c'est bien légitime, mais il y a aussi des réactions qui m'intéressent, donc c'est leur rôle. Voilà, moins de critiques, se félicitent les communicants graphes à l'appui. Les gens ont entériné que la réforme se ferait. Alors, deux choses, hein, déjà sur l'analyse de la communication, je voulais vous faire réagir, et puis aussi sur le fait de le dire devant une caméra et de passer à la télé en train de le dire devant, là, pour le coup, des millions de Français. Alors vous faites non, vous allez réagir, Denis Pingot, peut-être d'abord. Communicant. Moi, je prends ça comme un hommage à mon livre sur le fait que le président se met en scène avec ses communicants pour montrer qui fait de la com. Moi, je pense que c'est bien parce que la communication fait partie de la politique. Autre chose est le fait d'en faire trop, de le faire trop savoir. Mais la communication, c'est une expertise qui est importante quand on est un politique ou quand on est un chef d'entreprise. Mais là d'aller comme ça se féliciter sur ce... Alors, le sujet de fond sur le fait de se féliciter parce que le nombre de tweets contre la réforme du collège baisse, bon, ça, on est dans les analyses immédiates des grands trends des réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ça soit un indicateur suffisant pour dire que la question de la réforme du collège est réglée. Ça veut simplement dire que le brouhaha ou la violence du brouhaha médiatique décline, et c'est vrai qu'il décline après la décision de faire passer le décret. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des effets sur les consciences des uns et des autres, mais encore une fois, ce qu'on peut constater au moment où on se parle, c'est que ça ne provoque pas ni violent débat, ni manifestation monstre. Oui, Jérôme Sainte-Marie, je vois que vous agitiez sur l'impact de ces propos, sur la communication. Là, moi, je vous remercie parce que j'ai beaucoup ri avec cette séquence. Déjà, si on peut vous faire rire, déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est sidérant parce que, évidemment que toute politique, depuis Démosthène ou Thémistocle, utilise la communication. Ça bien entendu. Le général de Gaulle testait, par exemple, par les instituts de sondage, ses grands discours. Mais il ne le montrait pas. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un point commun entre les communicants et les pédagogistes, c'est l'innovation langagière. C'est-à-dire que signer un décret devient un acte d'autorité. Non, c'est simplement signer un décret, en fait. D'accord, donc je comprends que vous êtes assez critique et assez sceptique sur cet acte de communication, on va dire. Un petit mot, Mathis de Froment. Moi aussi, je suis assez sceptique. Là, on est vraiment dans l'anti-Mitterrand absolu, là, pour le coup. Hein, c'est pas du... L'époque a changé, on vous dira. C'est pas du Jacques Pilan. Et puis, par ailleurs, je crois qu'effectivement, on se satisfait de peu quand le décret est pris qu'un certain nombre... en fait, parce que ce que mesurent les tweets... C'est le bruit médiatique. C'est le bruit médiatique et c'est en fait les leaders d'opinion, les syndicalistes, enfin tous ceux qui ont un compte Twitter. Mais de là à considérer que ça vaut approbation de la réforme, il y a quand même une grosse marge. Oui. C'est surtout, on est dans l'éphémère. On a bien vu des réformes, notamment dans le quinquennat précédent, qui ont été prises. Des retraites, tout cela. Mais par contre, les gens, certes, mécontents, eh bien, ils ne bougent plus, ils ne tweetent plus, puisque le sujet a disparu. Par contre, ils s'en souviennent et ensuite, ils vont voter. D'accord, donc les gens ont plus de mémoire qu'on pourrait le croire. Alors, on va revenir maintenant sur l'attitude de Najat Vallaud-Belkacem. Alors, on a dit qu'elle avait été ferme. Et c'est vrai que ça a été le cas, notamment face à ses détracteurs à droite. Expliquez-moi pourquoi est-ce que nous aurions dû, d'après vous, renoncer à passer cette réforme du collège dans le délai qui était prévu. Parce que vous nous enfumez depuis maintenant plus d'un mois avec la soi-disant disparition du latin ou de l'allemand. Voilà, vous nous enfumez, ça c'est pour la droite. Quant à François Bayrou, ex-ministre de l'Éducation, eh bien il a droit à une petite dédicace spéciale. Mais François Bayrou semble méconnaître les règles de la démocratie, donc je vais lui rappeler à nouveau quel a été le parcours de ce texte. Premièrement, l'adoption de la loi de refondation de l'école, c'était il y a maintenant 2 ans. Les seules réformes consensuelles sont celles qu'on laisse dans les tiroirs. Et c'est vrai qu'un certain nombre de responsables politiques qui d'ailleurs aujourd'hui s'expriment contre la réforme, je pense à François Bayrou par exemple, ont été très généreux avec les tiroirs, beaucoup moins généreux avec l'avenir de nos enfants. Voilà, les latinistes diraient peut-être que ça ressemble à de l'attaque ad hominem, en tout cas ça contraste vis-à-vis du discours de la ministre. Face aux enseignants, là pour eux la porte reste toujours ouverte.
Au fond, je vais vous dire, les discussions n'ont jamais été rompues entre nous, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là. Donc, ces organisations syndicales savent très bien que ma porte est ouverte pour que nous travaillions sur la suite. Nous sommes évidemment tout disposés, ma porte est grande ouverte à discuter avec les organisations syndicales. Je redis aux organisations syndicales qui ont appelé à la grève que ma porte est ouverte. Vous le savez, des réunions ont commencé à avoir lieu. Je souhaite vraiment que chacun soit autour de la table pour définir ensemble les conditions d'application de cette réforme et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Voilà, et avant de vous donner la parole pour commenter ces différences, je voudrais en profiter pour rappeler que souvent les ministres de l'Éducation qui n'ont pas survécu à leur réforme avaient eu des grosses difficultés avec les syndicats. Alors il y a eu François Bayrou qui les avait affrontés et également Claude Allègre, on s'en souvient, ministre de l'Éducation à l'époque de Lionel Jospin. Un petit montage, un petit résumé au moment de son départ du gouvernement. Claude Allègre manque de diplomatie. Il joue les parents d'élèves, séduits par son franc-parler contre les enseignants. 5 jours après son entrée au gouvernement, il attaque sa propre administration. Il veut dégraisser le mammouth. La formule est mal perçue. Les enseignants comprennent réduction d'effectifs. 2 mois plus tard, le propos est on ne peut plus clair. Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et il faut mettre fin à ça. Et de petites phrases en petites phrases, il s'en prend au corporatisme des syndicats, aux heures supplémentaires des enseignants, à leurs vacances. Les gens dans la fonction publique, ils ont 1 mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Le divorce entre les enseignants et leurs ministres est rapidement consommé. Voilà, alors Jérôme Sainte-Marie, vous disiez tout à l'heure que Najat Vallaud-Belkacem était très dure avec les syndicats quand elle disait à ceux qui n'ont pas compris que la réforme se ferait. Elle parlait effectivement aux enseignants. Quand même, voilà, par rapport à d'autres ministres, voilà, elle est quand même, sa porte est ouverte, on le voit dans les extraits. C'est pas toujours si dur que ça, en tout cas. Non, on n'atteint pas les niveaux de Claude Allègre. Oui, bon, ça c'était plus pour... On l'a vu, c'est assez difficile, mais ça nous rappelle quelque chose quand même. C'est que si Lionel Jospin est éliminé le 21 avril 2002, c'est largement le fruit de Claude Allègre. À l'époque, bon, on pensait l'insécurité, la campagne sur l'insécurité, le vote chez les professeurs était tombé, ce sont des centaines de milliers, près d'1 million, était tombé à 16% simplement, ce qui était historiquement faible pour la gauche. Vous vous souvenez qu'en 2012, 46% des enseignants ont voté au premier tour pour François Hollande, et 79% au second tour. Aucune catégorie sociale n'a voté aussi clairement pour un candidat. D'accord, donc ça a laissé des traces. Ça ne se reproduira pas, très certainement. Dans la durée, c'est ça? Pourquoi ça ne se reproduira pas? Ça laissera très probablement des traces, parce que ces événements, si vous voulez, cette communication, ont des conséquences importantes. Il faut non seulement, même si on ne peut pas augmenter les salaires, il faut souvent flatter ses propres catégories, d'un point de vue, si j'ose dire, identitaire. Et là, je crois que c'était assez peu fait par la communication gouvernementale. Assez peu fait, et pourtant elle dit qu'elle garde la porte ouverte. Non? Oui, bon, ça c'est une formule, non, mais je sais pas, nous on en dit, elle a la porte ouverte, quoi, nous on la croit. Elle manie 2 figures classiques dans ce genre de situation, c'est la figure d'ouverture vis-à-vis des parties prenantes, et à commencer par les organisations syndicales. Ce qui n'a pas toujours été le cas, comme on l'a montré. Et une figure de fermeté vis-à-vis de la droite au Parlement, avec un angle d'attaque qu'elle prend sur notamment le latin, l'allemand, enfin tout le débat sur les langues. Et moi je ne suis pas loin de penser que sa fermeté est possible, parce que la droite, du point de vue de la communication, fait une erreur de stratégie de com dans cette bataille. C'est-à-dire que le vrai sujet que pose la réforme du collège quand on se plonge dedans, c'est les fameux enseignements interdisciplinaires, et donc, par voie de conséquence, la grande autonomie laissée aux établissements pour organiser ces nouveaux outils pédagogiques. Bon, alors on peut être contre, on peut être pour, mais la conséquence... C'est pas le latin, le grec et l'allemand. Et le débat qui s'est focalisé avec les grandes figures, on y reviendra sans doute sur le latin, le grec, et qu'enfourche la droite de façon un peu trop mécanique, me semble-t-il, est un mauvais débat du point de vue de la droite dans le débat sur la réforme du collège, et ça facilite, et ça permet beaucoup plus facilement l'autorité et le mot enfumage de Najat Vallaud-Belkacem, parce que je ne suis pas sûr que l'opinion se lève d'un seul mouvement pour défendre le latin et le grec. D'accord, elle peut dire enfumage parce qu'ils sont, entre guillemets, plantés sur l'attaque. Oui, non, vous faites non. Et Denis Bertrand, vous réagirez après. Non, moi je ne suis pas d'accord. Alors d'abord, enfumage, il n'y a pas tant enfumage que ça, parce qu'effectivement, le latin était supprimé, et c'est parce qu'il y a eu une protestation que dans un deuxième temps, Madame Vallaud-Belkacem envisage de le rétablir. La droite, c'est pas trompée de cible. Donc là, pour le coup, elle dit enfumage, il n'y a pas eu tant enfumage
l'enfumage, en tout cas sur ce point précis, et je crois que par ailleurs le sujet du latin, de l'atteinte à la culture générale, etc., est un très très bon sujet, qui a extrêmement bien pris. Celui qui a le mieux réussi en matière de communication à droite au départ, c'est Bruno Le Maire, parce qu'il a fait un article dans le Figaro, alors certes, tout le monde ne le lit pas dans toutes les chaumières. Mais je crois que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose de très très fort. Et dès lors qu'on donne l'impression, comme ministre de l'Éducation, qu'on en veut quelque part à la culture, à la tradition classique française, eh bien, on prend le toboggan et c'est très très difficile ensuite de remonter. D'accord, bon, vous n'êtes pas d'accord, on va dire. Voilà, Denis Bertrand, sur le mode de réponse, l'enfumage et autres. Oui, il me semble qu'elle a une pratique de la polémique qui est tout à fait intéressante. Ah bon, laquelle? Oui, qui est d'avoir une apparence extrêmement pondérée, extrêmement calme, sur un tempo lent, pour développer des arguments et en même temps les exprimer avec une sévérité, une dureté même, je dirais, assez remarquable par rapport à l'opposition. Et même à côté du coup, ça passe bien ou pas? Moi, je suis un peu surpris par l'efficacité de la chose, je vous dirais. Vous trouvez ça efficace? Je trouve que c'est cette composition argumentative qui consiste allure calme, discours très calme, dur, douceur, tempo régulier. D'accord, ça marche. Et ça marche. On le voit dans le parallèle avec... Moi, je trouve que c'est très intéressant, même du point de vue de l'émancipation des femmes en politique. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de femmes sur ce plateau, d'ailleurs, mais bon, c'est intéressant. Mais on voit la différence par la manière dont on le gère avec l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de Manuel Valls, qui fait un peu de l'enflure en disant c'est une révolution, enfin défend de façon très, très générale, très autoritaire mais très générale, alors qu'elle, l'air de rien, très pondérée, elle envoie les arguments qui peuvent éventuellement frapper, et elle le fait de façon assez nouvelle, je trouve, dans le jeu. Et efficace, vous dites un mot sur l'efficacité? Vous êtes d'accord? Oui, enfin, c'est l'efficacité de quelqu'un qui s'appuie sur l'appareil d'État et qui donc est sur une majorité politique. Donc forcément, les choses avancent. En termes de on peut y de voir malgré tout voilà. une forme d'arrogance dans cette attitude. Et en tout cas, on voit bien que ça braque, c'est aussi peut-être souhaité d'ailleurs, mais ça braque aussi très largement une partie de la droite qui se focalise sur ces questions-là. Il faut voir que cette réforme... Ça clive, on va dire. Et cette réforme, effectivement, il y en a deux en réalité. Il y en a une qui porte un message identitaire, il faut dire les choses comme elles sont. C'est plutôt la réforme du contenu des programmes. Et l'autre qui pose un problème par rapport à cette population enseignante. Il faut effectivement bien distinguer, comme vous l'avez fait, ces choses-là. D'accord. Donc en fait, vous dites pas si efficace que ça, parce que ça clive, hein, si je résume. Alors, dernière catégorie vis-à-vis de laquelle la ministre a eu des propos assez durs, les intellectuels, hein, on en a beaucoup parlé, ou plutôt les pseudo-intellectuels. On réécoute. Une pétition va circuler demandant la réforme du retrait des collèges. Est-ce que vous allez tenir bon? Demandant le retrait de la réforme du collège, plutôt. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? La réforme du retrait du collège. Ah oui, d'accord. N'embrouillons pas davantage encore les auditeurs. Non, pardonnez-moi. Alors, oui, il y a beaucoup de commentaires qui circulent. Et en particulier depuis une dizaine de jours, un phénomène assez curieux qui est à l'œuvre, c'est que des éditorialistes, des polémistes, des pseudo-intellectuels. Pardonnez-moi, je vais expliquer ce que j'entends par ce terme, parce que pour moi, un intellectuel, lorsqu'il s'exprime sur un sujet, a la rigueur intellectuelle d'aller d'abord vérifier de quoi il parle. Voilà, alors cette sortie est-elle une bourde ou au contraire est-elle plus calculée qu'on a pu le dire? En tout cas, elle rappelle une autre attaque contre un autre intellectuel, formulée celle-là par le Premier ministre quelques semaines plus tôt et qui visait Michel Onfray. Alors sur un sujet assez différent, hein, mais il faut rappeler que Michel Onfray avait déclaré préférer certains intellectuels entre guillemets de droite à la gauche caviar genre BHL. C'est ce qu'il avait dit. On réécoute Manuel Valls. Quand un philosophe connu, apprécié par beaucoup de Français. Il suffit de voir les gens qui se rendaient ou se rendent à son université populaire de Caen. Michel Onfray explique que Alain de Benoît, pour ceux qui ne se rappellent pas, qui était le philosophe, si on peut dire l'intellectuel de la nouvelle droite des années 70 et 80, qui d'une certaine manière a façonné la matrice idéologique du Front National. Avec le club de l'horloge. Quand ce philosophe, Michel Onfray, explique qu'au fond, il vaut mieux Alain de Benoît que Bernard Lévy. Michel Onfray qui vient de la gauche radicale. Mais comment voulez-vous que des Français... Vous croyez que ça a une grande influence?
Non, mais ça veut bien dire... C'est un très grand philosophe. Non, Jean-Pierre Elkabbach, ça veut dire qu'on lui perd... passe parce qu'il est Non, ça veut dire qu'on perd... Albert Camus, mais pour le reste... On perd les repères. Voilà, hein, et donc Michel Onfray, intellectuel de gauche et adoré par une partie, entre guillemets, du peuple de gauche. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie? C'est la question qu'on se pose en voyant ça, d'aller cibler certains intellectuels. Je crois que parfois, il faut accepter qu'on ne comprenne pas certaines choses. Par exemple, le fait de s'en prendre effectivement à cet intellectuel organique de la gauche profonde qu'est Michel Onfray, au nom... Et on parlait juste précédemment de rigueur intellectuelle, au nom de la défense de Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas la figure la plus consensuelle, si vous voulez, dans le peuple de gauche profond. Là, c'est quelque chose qui, je crois, encore une fois, va troubler profondément l'électorat de gauche. Et en termes de communication, je pense que pour un effet immédiat, on sacrifie beaucoup sur la durée en faisant ce genre de déclaration. Oui, mais alors est-ce que du coup le parallèle sur les intellectuels, justement, est-ce que ça répond à une stratégie? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, pas du tout. C'est pas du tout la même stratégie. Valls, il est dans une logique un peu de posture pour finir sur la perte des repères, oubliant simplement que la perte de repères, elle est fondamentalement liée d'abord aux politiques et au fait que dans l'opinion, la perte de repères est liée au fait que les politiques de droite comme de gauche, en gros, font la même chose depuis 30 ans. Najat Vallaud-Belkacem est beaucoup plus subtile, je trouve, et c'est pour ça que c'est intéressant la manière dont elle gère même la polémique, c'est qu'elle attaque les pseudo-intellectuels avec un argument. On peut discuter ensuite sur le fond du débat, mais qui est intéressant. Le pseudo-intellectuel, pourquoi? Parce qu'elle dit, ces gens-là qui ont écrit, Régis Debray, Finkielkraut, je ne sais plus qui, n'ont pas en réalité lu la réforme. Ils se sont mis en position de grandes figures. Bon, elle ne les attaque pas sur le fond, sur leur position générale, etc. Elle leur dit, commencez par lire le texte, et ensuite on pourra en discuter. Sur leur manière décevante. Donc c'est beaucoup plus subtil que l'attaque de Valls, qui est une attaque un peu générale et un peu... Mais ça ressemble à l'attaque qu'elle fait contre la droite aussi en disant vous n'avez pas lu, vous caricaturez, vous en fumez en fait. Hein, c'est ça. Absolument. Oui, un petit mot. Moi, je suis d'accord avec Denis Pingot sur le fait qu'elle a une analyse qui est relativement subtile, mais là où elle fait une erreur de communication majeure, c'est que la subtilité ne s'entend jamais. Donc une phrase est toujours, ou un mot est toujours sorti de son contexte. Donc dès lors qu'elle a prononcé l'expression pseudo-intellectuelle et que ça va être associé à Pierre Nora, à Finkielkraut, à tout un tas d'autres gens. Même si c'est pas eux qu'elle vise, parce qu'elle Pierre Nora, elle dit que c'est pas lui. Oui, mais bon. enfin elle le dit ex post, mais en fait à ce moment-là c'est quand même lui. Là, elle a fait une erreur majeure et ça je pense que c'est pas du tout calculé. C'est une grosse gaffe dont elle aura du mal à se dépêtrer. D'accord, subtil, vous dites subtil mais imperceptible. Subtilité imperceptible. Ouais, Denis Bertrand. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce vous percevez la subtilité, mais vous êtes un être subtil, Denis Bertrand. Non, mais je crois, moi je pense que cette séquence est très très riche, très intéressante. Elle a d'abord une extraordinaire attitude d'écoute, puisqu'elle entend le lapsus, elle le rétablit. Et en plus, elle s'excuse avec élégance d'avoir relevé la Elle mouche un peu l'intervieweur et elle prend le pouvoir, moi je dirais. Non, mais il y a une très grande habileté. Ensuite sur le problème des intellectuels, ce qu'elle met en évidence, au fond, c'est simplement le souci des sources. C'est la philologie. Elle rappelle le truc fondamental. Mais moi, à mon avis, c'est pas rien du tout. Oui, mais donc vous êtes d'accord avec Denis Pingot? Elle est hyper subtile. Elle est subtile, mais elle est efficace. Elle est subtile, mais efficace. Bon, alors vous dites non, vous dites voilà. Je pense qu'après, c'est une question de perception. On verra, on attendra les sondages, peut-être, le mot de la fin. Je crois que c'est une question de temporalité. Jean-Baptiste de Froment l'a dit, pseudo-intellectuel, ça lui restera attaché durablement. En plus, les intellectuels qui se sont sentis visés à tort ou à raison, comme Luc Ferry, Régis Debray, etc., ont accès aux médias, écrivent, ils aiment bien ça. Et donc, ça ne sont pas des êtres subtils, alors. C'est ce que vous nous dites. Les pseudo-intellectuels. D'accord, bon. On verra quelles erreurs lui seront reprochées, on verra ce qui restera ou pas, puisqu'on a bien vu qu'il y avait effectivement l'effet à court terme, à moyen terme et à long terme, jusqu'en 2017. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon, Aurélie Dafassé et Jérémy Pastor qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane Descharmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. Il y avait une stratégie qui avait été commandée par le Premier ministre qui consistait à dire il faut regrouper les annonces sur les programmes avec les annonces sur la réforme du collège pour faire un plus gros package et pour donner l'impression que quand même on réforme un peu l'éducation. C'est la fonction politique, historique de la gauche que de faire des réformes qui profitent à l'école privée. Ça fait partie des choses.